Bonjour et bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Oli et Thanato. Je suis Charlène, facilitatrice et accompagnante des deuils. Ces transitions de vie sont des cadeaux mal emballés qui cachent selon moi des opportunités de changement. Mon objectif, emprunter un chemin de résilience pour transformer vos difficultés en ressources. Accueillons tout de suite notre invité du jour pour parler de ces sujets. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Jessica, qui, et je vais le dire dès maintenant, qui a été une personne importante dans cette aventure du podcast. Jessica, je l'ai rencontrée au Maroc pendant un co-living qui avait été organisé par Romy, et ça a été la première personne à qui j'ai parlé de ce podcast. Donc oui, je t'avais pas prévenu, mais je te le dis maintenant de vive voix. Je te remercie énormément pour le soutien que tu m'as apporté. Et maintenant, je te laisse la parole et je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, merci beaucoup. C'est avec grand plaisir. Je crois vraiment en ce projet, en ce que ça peut apporter aux gens et en ce que ça aurait pu m'apporter à moi au moment où j'en aurais eu le plus besoin. Donc pour me présenter un petit peu, tu l'as dit Jessica, je travaille dans la com et dans la stratégie. Donc j'accompagne des dirigeants au quotidien sur des problématiques qu'ils peuvent avoir. J'ai 24 ans. Pour me présenter un petit peu, je viens d'Angleterre. Je suis née en Angleterre. Je suis arrivée en France très jeune quand j'avais 3 ans. Donc j'ai fait toute ma vie en France. J'ai été toute ma vie très scolaire, très la fille un petit peu parfaite. J'ai eu beaucoup de chance et j'ai pas perdu quelqu'un dans ma famille jusqu'à très très tard. J'ai pas vécu de gros chagrins, de gros traumas. Enfin, toute ma vie a été un peu voilà, bien tracée, bien écrite. Et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance dans ma vie. Je suis pas je suis pas un profil atypique de quelqu'un qui a vécu plein de choses ultra traumatisantes. Donc peut-être que ça peut que certains pourront s'identifier à ça. Même dans un podcast, on parle de deuil. Il y a des gens normaux entre guillemets, entre gros guillemets. Bien sûr, et en plus c'est vrai que quand on s'est rencontrés, et ça je te l'avais dit, je trouve que tu as un parcours qui est super inspirant aussi sur le côté professionnel et entrepreneurial. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça a le mérite aussi d'être dit. Alors du coup, quel est un petit peu le récit, cette histoire? Comme tu dis, t'as pas vécu de gros deuil, mais tu viens aujourd'hui quand même pour nous partager un événement qui a transformé aussi ta vie, où il y a eu un avant et un après. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour toi? La raison pour laquelle je dis en fait que j'ai pas eu de gros deuil ou que voilà ma vie a toujours été un peu un long et beau fleuve tranquille et que j'ai beaucoup de chance, c'est parce que j'ai mis du coup ce deuil longtemps à reconnaître que c'était ça, à me rendre compte qu'est-ce que c'était en fait le deuil, parce que j'ai eu la chance de pas le connaître plus tôt, en tout cas pas dans mon entourage vraiment ultra proche. Cet événement, ça s'est passé en octobre 2022. En fait, je me suis mariée en août et je suis tombée enceinte très très vite après. Et malheureusement, on a perdu ce bébé quelques mois plus tard. Voilà l'événement. Donc c'était une fausse couche. Du coup, pour moi c'est quelque chose qui était assez particulier parce que c'est pas comme si quelqu'un était décédé. En fait, c'est quelqu'un qui a entre guillemets jamais vécu. Donc je pense que c'est aussi ça qui a fait que c'était un peu difficile à accepter. Et c'est ce qui est, je trouve, super intéressant, compliqué et beau, en fait, à la fois dans le deuil périnatal, en fait, parce que c'est comme ça, c'est le grand mot qu'on met avec différents types d'événements, parce que justement, on parle quand même d'une personne et d'un être, mais qui s'est pas incarné. Et il y a souvent, en fait, l'entourage qui a du mal parfois à comprendre, à concevoir les choses comme si c'était un deuil, parce que justement il n'y a pas eu d'incarnation, il n'y a pas grand chose auquel on peut s'attacher. Alors en plus, comme tu dis, tu l'as perdu tôt, si je dis pas de bêtises, donc peut-être qu'il n'y avait pas encore la chambre ou les premiers habits ou les premiers doudous. Ouais, en effet. Donc c'est peut-être d'autant plus compliqué pour l'entourage. Est-ce que tu peux nous partager justement toi personnellement comment tu l'as vécu? Parce que tu disais ça a été un peu compliqué peut-être de mettre le mot deuil pour toi, et puis peut-être aussi ton entourage, quelles ont été les réactions, comment ça s'est un peu passé? Par rapport à un peu comment je l'ai vécu et
tout le cheminement. J'ai vécu pendant 2 ans avant moi-même de tomber enceinte les péripéties de ma sœur, de ma grande sœur, qui a fait 2 fausses couches, dont une à 12 semaines, donc c'est un peu plus tard, et une autre qui a été plus précoce. Euh, et j'ai été du coup à la place de celui qui accompagne la personne qui traverse une fausse couche. Et malheureusement, j'ai pas été. Je suis consciente que c'est pas de ma faute, mais j'ai pas été à la hauteur de ce que j'aurais pu être pour ma sœur en tant que voilà, personne qui la soutient, parce que tout simplement je comprenais pas du tout ce que c'était. Et donc je comprends que l'entourage, s'il y a des personnes qui vivent ça et que leur entourage n'est pas du tout n'a pas du tout les bonnes réactions, les bons mots, ou utilise les mots comme bon bah ce sera pour la prochaine fois, qui peuvent être un peu frustrants à ce moment-là. Je le comprends parce que d'un côté je suis contente d'avoir été de l'autre côté, parce que du coup j'ai pu avoir beaucoup d'empathie aussi pour mon entourage qui ne comprenait pas forcément ce que je traversais. Pour euh, pour ma part, en fait, la fausse couche est arrivée moyennement comme une surprise. Elle est arrivée autour des 8 semaines et elle n'est pas arrivée naturellement. Donc ça, c'était aussi un petit peu compliqué. C'est un peu comme si mon corps me mentait. Mon corps ne m'a pas dit qu'il y avait un problème, même si au fond de moi, je sais pas trop dire pourquoi, mais je le sentais. C'est quand on est allé au rendez-vous, justement, où tu es censé entendre son petit cœur, voir les petits, voilà, voir le bébé, que en fait tu vois que bon ben il y a quelque chose, mais il y a pas de cœur, il bouge pas, il évolue pas comme il faudrait. Et après ce rendez-vous, j'ai passé 2 semaines où en fait on m'a dit bon bah on en saura plus au prochain rendez-vous, là on n'est pas trop sûr de ce qui se passe. Donc ça aussi c'est un petit peu long en fait, c'est ce moment où t'es entre deux, où en fait toi t'as compris, ou en tout cas moi c'est comme ça que c'est passé, j'avais compris que ça allait pas le faire, mais les médecins ne me le disaient pas. J'ai vu 3 sages-femmes différentes. La première qui m'a dit ça a pas l'air terrible pour l'instant, je peux pas me prononcer. Une deuxième qui m'a dit finalement ce que j'avais un peu besoin d'entendre à ce moment-là, que c'était pas ma faute, qu'il y avait que voilà que c'était rien que j'avais fait, que ça pouvait arriver, qu'il fallait voilà que je pouvais être triste, que c'était normal, qui m'a un peu elle m'a un peu mis en position de victime, mais en fait moi je me mettais tellement pas dans cette position que ça m'a fait du bien qu'elle le fasse pour moi. Et après une autre qui m'a dit ah c'est bizarre parce que ça continue à grossir mais pas trop machin. Donc c'était vraiment une période un peu ouais, les 2 semaines un peu compliquées où en fait on te dit pas les choses, alors que je pense que c'est aussi parce qu'il y a ce truc de c'est pas vraiment un être qui a vécu machin, donc personne te dit il est mort ou il est, ces mots-là que les médecins apprennent à dire alors aux proches de leurs patients, il est décédé, ça là on te le dit pas. Et donc c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est dur à accepter. Et du coup, ces mots-là, on te les a dit au bout des 15 jours? On me les a pas dit. En fait, on te dit ça a arrêté d'évoluer. On te dit pas il est décédé ou il est mort, ou on te dit ça a arrêté d'évoluer, ou on te dit pas le bébé, on te dit ça. Et du coup, c'est des mots qui, toi, dans ta tête, pour toi, c'est ton bébé et il est mort, quoi. Mais juste, j'en ai parlé avec d'autres personnes qui ont vécu ça et qui, elles, m'ont dit ah moi j'ai été super triste direct, j'ai décidé que j'allais être triste et c'était ça, j'ai été triste pendant 2 semaines. Moi, pour ma part, j'acceptais pas le fait d'être triste. Et quand j'ai vu que dès le début, j'ai un peu ressenti qu'il se passait quelque chose, que ça allait pas se passer comme prévu, je m'attendais à l'accepter beaucoup plus vite et je m'attendais à ce que voilà, c'était comme ça et j'allais passer à autre chose. Et en fait, pas du tout. J'ai mis déjà ces 2 semaines-là où forcément j'ai beaucoup pleuré, mais en fait, même en pleurant, je me disais pas, ah, je suis triste parce que voilà, parce qu'il m'arrive ça. J'étais triste, mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus, j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et encore quelques semaines, j'ai passé encore quelques semaines après, avant d'en parler à la première personne de mon entourage. À part mon mari, j'en ai parlé à personne pendant un moment. Et j'ai mis longtemps parce que j'avais l'impression que j'étais trop triste pour ce qui se passait. Parce que on m'a pas mis ces mots-là de décès, de choses comme ça. J'avais l'impression que c'était rien. On me disait, les médecins ont dit bon voilà, la première fois souvent c'est ça, la prochaine fois ça ira mieux. On te parle direct de la prochaine en fait, et du coup t'es là, en fait c'est rien, c'est pas grave, mais pourquoi est-ce que je suis aussi triste, quoi. Et le fait que l'entourage le comprenne pas, je sais que ça peut arriver parce que moi-même en fait j'arrivais pas à comprendre l'ampleur du deuil que traversait ma sœur.
c'est aussi ce qui m'a empêché d'en parler rapidement à mon entourage, c'est que je savais que eux allaient potentiellement ne pas comprendre et ne pas avoir les mots que j'avais besoin d'entendre. Et je savais que c'était pas leur faute parce que j'avais été à leur place. Et donc j'ai préféré ne pas en parler plutôt qu'en parler et ne pas recevoir le réconfort dont j'avais besoin à ce moment-là, que je suis allée chercher du coup ailleurs, dans les peu de podcasts que j'ai trouvés qui parlaient de ça, sur Internet, sur d'autres plateformes. Il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu dis. Du coup, tu dis que finalement, tu l'as accueilli avec malgré tout une bonne dynamique consciente. Tu avais envie que ce soit malgré tout une bonne dynamique, même si intérieurement c'était compliqué et vachement inconfortable. Et il y a une question qui me vient, c'est que finalement, le fait que l'équipe médicale et les personnes qui te suivaient médicalement n'aient pas posé les mots, est-ce que du coup, ça t'a mis plutôt dans une incertitude où tu savais mais sans savoir, et comme tu dis, tu le ressentais quand même à l'intérieur de toi, et est-ce que c'était plus une incertitude ou est-ce que c'était un déni? Parce que je le vois plus sur un format d'incertitude dans ce que tu me dis, mais je voulais en être sûre pour pas dire de bêtises. En fait, c'était on me donnait de l'incertitude. Du coup, moi, ça me mettait dans un format de déni. En tout cas, c'est ce que je pense là avec du recul. Dès que j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai pas eu ce truc de joie, d'excitation. J'ai tout de suite eu peur. Et je me suis dit, c'est parce que tu as vu ta sœur perdre de bébé et tu sais que c'est possible, donc tu as peur. Et quand on est allé au rendez-vous, j'ai dit à mon mari, j'arrive pas à visualiser qu'on va sortir de là avec de bonnes nouvelles. J'arrive pas à visualiser qu'elle va nous donner une bonne nouvelle. Euh, et je pense qu'il y avait peut-être un truc d'instinct, je sais pas trop l'expliquer. Mais vu que pendant ces 2 semaines, on me mettait pas de mots dessus, tout le monde me disait peut-être, on sait pas, on continue de faire des tests, tu fais des prises de sang tous les 2 jours pour voir si ça évolue, on continue de te faire des prises de sang. Moi, au fond de moi, je savais en fait que ça allait pas évoluer. J'étais assez informée sur le sujet et en plus, je le sentais. Mais vu qu'on me mettait de l'incertitude, je me disais, il y a peut-être un tout petit peu d'espoir. En tout cas, j'étais pas obligée de l'accepter parce que les médecins autour de moi ne l'acceptaient pas encore. Donc, j'étais pas obligée encore de l'accepter. Je pouvais laisser traîner et je pouvais continuer à à m'accrocher à quelque chose, quoi. Ouais, donc ça a été finalement plus de par l'environnement médical et la situation telle qu'elle a été que ça t'a plongé un petit peu dans un déni pendant 15 jours. Et ça a été quoi? Qu'est-ce qui t'a permis justement d'accueillir et de commencer à poser les mots en disant ok, ce bébé n'aura pas d'existence physique, il ne s'incarnera pas dans un petit corps. Ça n'en reste pas qu'il aura eu une existence et une vie qui aurait été intra-utérine et totalement différente, mais qui aurait été là quand même. Qu'est-ce qui t'a permis de l'accueillir justement, cette triste nouvelle? Un peu de temps. Un peu de temps. J'ai gardé les peu de petites photos que j'avais pour moi en fait avoir ce petit espace où même si je comprends que les autres autour de moi ne reconnaissaient peut-être pas cette petite courte vie, moi je pouvais avoir quelque chose qui me rappelait ça et qui faisait que ça peut paraître, je comprends que ça puisse paraître bête pour des personnes qui l'ont pas vécu, mais voilà, moi ce truc de dire bon même s'il a pas vraiment vécu, etc. S'il est voilà, de lui dire là-haut que je l'aime quand même et que pour moi il a existé et que pour moi ça reste mon bébé. Voilà, donc de m'accrocher à des petites photos, les petites choses comme ça que j'ai pu avoir. Et ce qui m'a fait m'en rendre compte, c'est j'ai dû prendre un médicament pour que la fausse couche se déclenche. Donc là, il y a des symptômes physiques quand même, beaucoup de saignements, des choses comme ça. Où là, tu vois en fait ça. Je pense que c'est plus facile comme ça. Je sais que ma sœur et beaucoup d'autres personnes passent par une opération qu'on appelle un curetage, je crois. Moi, j'ai pas eu à faire ça. J'ai eu à prendre un médicament, donc en fait, on le voit en fait partir, alors qu'avec l'opération, on est endormi et puis on se réveille et puis c'est fini, quoi. Donc on s'en rend pas trop compte. Donc ça, je pense que ça m'a aidé un petit peu. Et ensuite, avec le temps, j'en ai parlé à une de mes meilleures amies qui a eu la réaction la plus incroyable possible, qui a pleuré avec moi et qui m'a prise dans ses bras et qui m'a dit je suis désolée, je suis tellement, je suis triste je me souviens de lui avoir dit mais t'es triste. Enfin, j'ai dit mais même moi je lui ai dit en minimisant un peu et en lui disant
voilà, c'est pas grave. Et elle m'a dit, si, c'est grave et c'est super triste. Et en fait, avec ça, bah, ça m'a un peu débloqué déjà pour en parler un peu autour de moi, et ça m'a aussi débloqué pour me rendre compte que oui, en fait, j'ai le droit d'être triste, c'est normal, euh, et c'est pas grave, quoi. Et cette sage-femme aussi qui m'a dit, elle m'a dit ma pauvre. Et sur le moment, je me suis dit arrêtez parce que je vais pleurer, je veux pas pleurer devant vous. Enfin, ça n'en rajoutez pas parce que je vais fondre en larmes, et ça va être gênant pour tout le monde. Mais mais elle m'a dit ma pauvre, et ça aussi je me suis dit ah en fait si, c'est une épreuve, quoi. Pas voilà, même si moi je m'en rendais pas compte parce que quand je voyais d'autres le vivre, j'avais l'impression que c'était rien, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit. Moi, je suis quelqu'un de très visuel et j'ai besoin de voir les choses, et là, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est que c'est invisible en fait. C'est la seule personne qui peut le percevoir, c'est celle qui le vit, et puis ton mari, parce que bah c'est quelque chose que vous partagez à deux. Mais de l'extérieur, en fait, c'est vachement compliqué parce que en plus, il suffit que t'es même pas au courant de la grossesse, que ben du coup tu te retrouves complètement démunie, et puis toi de l'autre côté tu sais pas, ben est-ce qu'il faut que tu annonces que ben oui j'étais enceinte et puis ben ce bébé il est parti. Enfin, il y a des choses, et comme c'est des sujets qui sont tabous et qu'on n'aime pas non plus être porteur Exactement. de mauvaises nouvelles, ben c'est ouais, on a le cul entre 10 chaises et on sait pas où aller s'asseoir. C'est ça. Du coup, on reste debout au milieu de la pièce, et ça n'aide personne. Mais ouais, même nous, en fait, même mon mari et moi, qui lui a été incroyable, et c'est aussi lui qui m'a aidé évidemment à passer ça, parce qu'il a été beaucoup là pour moi. Donc ça aussi, ça m'aide à prendre conscience. Il n'est pas du genre à me cajoler si c'est rien, il va me dire c'est rien, arrête. Là, c'était pas la réaction, donc ça m'a aussi aidé à voilà, à pouvoir vivre les émotions que j'avais besoin de vivre. Ouais, c'est finalement ça a donné du sens et une existence à ce petit être, à cette histoire, aux émotions et aux sentiments. Tu me parles justement ben, de tes proches, de cette amie, tu me parles de ton mari. Est-ce que le ou les outils qui ont été les tiens et qui t'ont aidé sur ce chemin finalement du deuil et de l'acceptation, est-ce que ça a été vraiment principalement l'entourage, ou est-ce que tu as fait appel à d'autres outils justement pour t'aider à libérer ces émotions négatives et pas à te dire c'est pas grave parce que c'est loin d'être ça, mais à dire ok, j'intègre cet événement et cette tristesse à mon histoire, et je décide d'aller au-delà et au-dessus, et à ne pas oublier, parce que dans tous les cas, comme tu disais par exemple avec les photos, bah voilà, j'oublierai pas ce petit être même s'il n'a pas eu d'existence physique. Ça a été principalement l'entourage, mais ça, c'est vrai que c'est venu pas mal après. Déjà de ma personnalité, je vis les choses dans mon coin, et j'en parle une fois que j'ai pu bah, les comprendre, passer à travers les émotions, mettre des mots dessus. Je parle peu des choses quand je suis voilà, dans le vif du truc, euh, parce que bah, justement, des fois, voilà, j'arrive pas à mettre des mots dessus, j'arrive pas à canaliser mes émotions et à vraiment avoir le recul de comprendre si c'est une situation où il faut être émotif, ou si c'est une situation que moi je prends trop à cœur. Voilà, donc j'ai plutôt vécu le truc dans mon coin et après j'en ai parlé. Donc c'est ça aussi qui a fait que pour moi ça a duré un petit peu, c'est que plus j'en parlais autour de moi, plus ben, je pouvais échanger avec des personnes qui l'avaient vécu aussi, plus j'avais des réactions de personnes qui ben, me soutenaient. Je voulais pas aussi gâcher la surprise pour le jour où ça se passerait bien, donc ça aussi, ça m'a empêché d'en parler un peu. Certains trouvent ça bête, pour moi c'était important, donc voilà, chacun, chacun sa façon de faire. Mais d'autres outils que j'ai pu utiliser, c'est bah, de faire des choses pour moi. Notamment, on s'est rencontrés en novembre à la Flow House au Maroc. L'idée de partir, je l'avais décidé, enfin, j'avais vu ça un petit peu avant, mais j'ai vraiment utilisé ce voyage comme bah, un moment pour prendre un temps pour moi, faire quelque chose pour moi, et voilà, pas penser à autre chose forcément, mais voilà, faire quelque chose pour moi. Après, quand on vit, en tout cas, en tout cas moi, quand je vis quelque chose de difficile, j'ai envie après de faire quelque chose de positif pour un petit peu rebondir. Et en fait, là-bas aussi, vu que je connaissais personne, j'ai pu en parler très facilement à plusieurs personnes. Je t'en ai parlé à toi, j'en ai parlé à Flo. J'ai pu en parler parce que pour moi, c'est absolument pas un tabou. Je veux pas du tout en faire un tabou.
Plus je peux en parler, plus j'en parlerai parce que je sais que beaucoup de personnes vivent ça. J'ai une collègue de travail à qui j'en ai parlé et en réponse, elle m'a dit: «Quoi? C'est pas vrai, mais moi aussi» et puis on en a parlé pendant un moment et elle m'en aurait peut-être jamais parlé si je l'avais pas fait parce que comme tu dis, c'est un sujet tellement tabou alors que, pour la plupart, en parler, ça fait du bien, quoi. Si je lui ai pas posé la question en me disant: «Ah, ça t'est déjà arrivé?» Elle l'a fait d'elle-même, donc c'est que d'un côté, ça lui a fait du bien aussi, j'imagine, ou qu'en tout cas, elle en avait peut-être besoin d'un côté. Euh, Ça nous a permis voilà de nous connecter un petit peu là-dessus et je pense que d'en faire un tabou, ça fait que moi quand j'étais dans le dur, que j'avais l'impression que j'avais pas le droit de souffrir pour quelque chose de si petit, quelque chose alors que enfin forcément des gens vivent des choses beaucoup plus difficiles, mais en fait d'en parler autour de moi et de voir que d'autres gens l'ont vécu et que eux aussi le vivent mal, ben moi ça m'aurait permis sur le moment de me rendre compte que j'ai le droit de souffrir pour ça et du coup ça m'a pris un petit peu plus longtemps parce que je me suis ouverte aux autres un peu plus voilà, un peu plus tard dans le processus peut-être de guérison. Ouais, on ressent que chez toi, le côté échange justement avec les autres, avec d'autres personnes, il y a vraiment cette notion, enfin c'est ce que je ressens, mais d'effet miroir qui est important en fait pour toi, de le fait d'en parler à d'autres, ben ça va me faire un écho qui va me permettre moi aussi de mieux intégrer les choses. Et en même temps, c'est ce que je trouve intéressant dans justement ton histoire et ton témoignage, c'est que tu l'as vécu aussi à la base en étant dans l'entourage et dans l'entourage de ta sœur et que derrière tu l'as vécu en étant à la place finalement de ta sœur et je trouve que c'est une belle alors pas leçon parce que ça peut être moralisateur, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est un bel enseignement, c'est une belle prise de conscience. Et est-ce qu'il y a des choses que peut-être tu l'as un petit peu abordé tout à l'heure, mais des choses, des manières de réagir que tu as eues en étant entourage, en étant proche de ta sœur, et où tu t'es rendu compte en te disant oh merde, mais j'aurais pas dû réagir comme ça et c'était difficile. Et je pense que ça peut être d'autant plus pertinent le fait que tu aies vécu les deux places pour justement en parler là, si tu as à cœur d'en parler, bien sûr. Ouais, tout à fait. Ouais, bon, au début, je l'ai dit très très peu. Quand je dis au début, c'est j'ai fait la fausse couche début octobre. J'en ai parlé pour la première fois à quelqu'un. Ça devait être ouais début novembre. Enfin, j'ai mis un bon mois avant d'en parler. Et une des premières personnes à qui je l'ai dit, c'est ma sœur. Je comptais pas forcément en parler non plus parce que je voulais pas gâcher la surprise, au moins pour les gens de la famille et les amis très très proches. Mais je l'ai appelée en pleurs, en m'excusant en fait, en lui disant que j'étais vraiment désolée de pas avoir été là pour elle parce que je comprenais pas ce qu'elle traversait. Je me rendais pas compte de à quel point ça pouvait lui faire mal. Je me rendais pas compte de quand tu vois d'autres bébés autour de toi, à quel point t'as un couteau dans le cœur et ça te le remue quoi. Donc je me rendais pas compte. Ouais. Des réactions que j'ai pu avoir, j'ai quand même toujours été assez sensible à ça. Les blagues, les pranks de fausse grossesse, les trucs comme ça. Je trouve toujours que c'est vraiment très délicat. J'ai toujours été assez sensible à ça, donc je me souviens pas avoir eu des mots durs. Ou en tout cas, elle m'en a jamais reparlé. C'est plus intérieurement en fait. Je me souviens moi avoir eu, et je le regrette tellement maintenant, un peu d'indifférence par rapport à ça. Elle est le contraire de moi. Moi, je vis les choses à l'intérieur. Elle vit les choses, voilà, c'est un livre ouvert. Elle parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle a besoin d'extérioriser. Surtout, enfin, on a 14 mois d'écart, ma sœur et moi, donc on est assez proches. Donc elle a besoin de vider son sac. Euh, et donc elle m'en parlait beaucoup, beaucoup, régulièrement. Et c'était une période de sa vie qui était vraiment très compliquée. Et donc il y avait beaucoup de négativité autour de tous les sujets du coup qu'elle abordait à chaque fois qu'on parlait avec elle. Elle se plaignait beaucoup et j'avais pas conscience que c'est parce qu'elle souffrait à ce point-là. Parce qu'en dehors d'avoir perdu ces deux bébés-là, c'était sur une période de presque 3 ans. Donc voilà, ça a été vraiment compliqué pour eux. Maintenant, ils ont une magnifique petite fille qui fait le bonheur de toute la famille. Mais ouais, je me souviens m'être dit, je suis pas sûre de vouloir aller passer la journée avec elle parce qu'elle va me plomber le moral. Je sais qu'elle va faire que se plaindre, qu'elle va encore parler de ça. Au bout d'un moment, je sais plus quoi lui dire. On tourne un peu en rond. Voilà, je me souviens avoir été ouais, un peu indifférente et presque un peu
pas irrespectueuse. En tout cas, je lui en ai jamais parlé de vive voix, mais ouais, je me souviens pas comprendre et presque en avoir marre d'entendre parler de ça. Et j'ai conscience après que c'est parce que je le comprenais pas. Et c'est tout l'intérêt en fait de parler davantage de ces sujets parce que, en fait, souvent on sait pas où se mettre et on se dit que si la personne elle en parle, c'est qu'elle est juste en train de périr au fond du trou, et c'est exactement, c'est ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que toi tu fonctionnes différemment d'elle, et si elle c'est un livre ouvert, oui forcément qu'elle a besoin d'en parler, et c'est ok en fait, et ça peut justement l'aider et ça peut faire partie de son processus et de son chemin. Alors après c'est comme tout, il faut toujours garder un œil sur ces choses-là et pas tomber dans un extrême, même si chaque chemin est personnel, mais toujours avoir cette notion aussi d'équilibre. Mais voilà, si en plus, comme tu le dis, ça a été à 2 fois, enfin à 2 reprises, donc t'as quand même ce côté où c'est pas juste une fois, il y a une couche supplémentaire. Donc tu te remets d'une première fois où tu décides de te rebattre et de te dire ok, je me relève, et finalement tu reprends un truc en pleine tête et il faut te relever. Voilà, donc il y a aussi ce côté-là, et c'est normal aussi en tant qu'entourage, tu vois, c'est comme c'est un exemple qui est différent, mais dans lequel peut-être d'autres personnes se reconnaîtront. Quand on accompagne des personnes qui peuvent être en fin de vie ou qui commencent à être malades, on peut se dire ils sont chiants, ils se plaignent, etc. Ah bah oui, bon, elle est hospitalisée, etc. Et de se retrouver un peu, alors pas méchant, parce qu'en soi c'est pas de la méchanceté, c'est juste que on est dans un monde où on a aussi chacun nos occupations, voilà, notre quotidien aussi, et c'est pas de la méchanceté, c'est juste que on se rend pas compte et on n'est pas à la place de l'autre personne. On n'a pas sa tête, on n'a pas son cœur, on n'a pas ses ressentis réels. C'est dur d'avoir conscience de ça. C'est ça. Ouais, et d'avoir cette patience en fait d'être là pour eux alors qu'on les comprend pas, c'est super dur, et c'est pour ça que je suis consciente que là c'était pas de ma faute par rapport à ma sœur, et que c'est pas de la faute de ceux qui accompagnent les personnes en fin de vie. Ces exemples-là, enfin, il n'y a pas besoin de culpabiliser. C'est juste peut-être voilà communiquer sur. Je me rends compte maintenant, j'aurais peut-être pu lui dire qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Comment est-ce que je peux t'accompagner, au lieu d'être un peu dans mon coin à râler. Et c'est ça qui m'a aussi donné donné envie d'en parler. Ça m'a beaucoup énervé en fait de voir à quel point tant elle que moi, que elle le vivait en parlant beaucoup, et moi dans mon coin on était seuls autant l'une que l'autre, parce que les gens n'en parlent pas, et j'en veux pas aux gens, hein, bien sûr, mais ça me ouais vraiment le mot énervé, c'est celui-là en fait. J'ai eu un moment, je pense que de toute façon dans le deuil on passe aussi par un moment de colère, hein. J'ai eu un moment de colère de pourquoi ça m'arrive à moi, et j'ai eu un moment de colère de pourquoi personne m'avait prévenu en fait. Pourquoi personne m'avait prévenu que j'allais souffrir autant. Ma sœur qui l'a vécu et qui en parlait beaucoup beaucoup et qui visiblement souffrait beaucoup, comment ça se fait que j'étais pas préparée à ça? Comment ça se fait que là maintenant je souffre, j'ai l'impression que je souffre mais que j'ai pas le droit, que je suis pas légitime. En fait, j'avais vraiment l'impression que j'étais pas légitime de souffrir autant pour ça, parce que c'est un peu un tabou, qu'on n'en parle pas trop. Et ouais, j'ai eu un peu cette colère de pourquoi est-ce que déjà contre moi-même, pourquoi est-ce que je souffre autant alors que les gens autour de moi ont l'air de penser que c'est rien, et que moi, quand j'étais l'entourage, j'avais l'air de penser que c'était rien. Donc pourquoi est-ce que je souffre autant? Et d'un autre côté, en colère un peu contre, pas contre les autres, mais voilà, contre la vie, de pourquoi est-ce que personne m'avait prévenu? Pourquoi j'étais pas prête? Pourquoi est-ce que quand tu es au collège, on te dit super, protégez-vous parce que ça arrive comme ça? Qu'il y a des. Pareil, c'est un peu triste de dire ça, mais pourquoi est-ce qu'il y a des filles qui tombent enceintes, qui ont des enfants en super bonne santé, alors qu'elles sont jeunes, que c'était un accident, qu'elles boivent, qu'elles fument, qu'elles machin. Bon, chacun fait comme il veut, bien sûr, mais alors que moi, je fais tout ce qu'il faut. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi on m'avait pas prévenu? Et pourquoi est-ce que je souffre autant alors que moi, quand je voyais quelqu'un d'autre le vivre, j'avais l'impression que c'était rien. Et cette colère, elle est normale, que ce soit contre la vie, comme tu le disais, contre soi. Il y en a, je sais pas si ça a été ton cas, mais qui peuvent développer aussi une colère contre leur corps, d'avoir un certain dégoût de leur corps en se disant, ce qui est censé être mon corps et ce qui est censé héberger et justement permettre à un enfant de donner la vie, et finalement, il me dégoûte parce que il n'a pas permis de donner la vie. Et c'est aussi, voilà, une étape qui est nécessaire et qui est importante, mais c'est une étape qui est tout à fait normale et légitime. Et je voulais rebondir parce que tu m'as devancé, mais c'est réellement ça. Tu disais
par rapport à ta sœur, où finalement tu as pris conscience après coup en l'ayant aussi vécu de ce que tu aurais dû, enfin pas ce que tu aurais dû faire, ce qui aurait été plus beau de faire pour tout le monde finalement, ce qui aurait adouci les choses et permis aussi de casser ces tabous, c'était de lui demander de quoi elle avait besoin. Et souvent on veut sortir la personne, on veut lui dire allez viens on va boire un coup, on va faire un tour, on va machin, on va x y z, mais en fait on en oublie souvent de revenir à la personne, mais de quoi tu as besoin, qu'est-ce que toi aussi tu as envie, qu'est-ce qui est ok en fait pour toi. Et parfois même des personnes qui sont aussi endeuillées ne se sentent pas légitimes dans leur colère, dans leur tristesse, ça reprend un peu certaines choses que tu as pu dire et du coup se disent bon bah ok je vais suivre tel ami ou ma mère, ma sœur pour aller manger au restaurant alors clairement j'en ai pas envie, et quand ils reviennent à la maison c'est d'autant plus dur parce que bah il y a toujours cet événement et cette tristesse qui est là. Mais en plus de ça, il y a la difficulté et la souffrance d'une certaine manière de ne pas s'être respecté et d'avoir été au restaurant alors qu'on n'en avait pas envie, que c'était pas ok pour soi et qu'en fait on avait juste envie de bouquiner ou de faire du yoga ou je ne sais quoi d'autre à vrai dire. Et ça aussi c'est des choses qui sont importantes et c'est ce que je trouve vraiment vraiment super pertinent en fait dans ton témoignage et dans ton histoire. C'est des choses qui là paraissent évidentes, mais sur le moment en fait ça l'est pas forcément. Et pareil, ouais, si ça peut déculpabiliser des gens, de demander à la personne sur le moment de quoi tu as besoin. En fait, des fois, je sais pas dire pourquoi, mais là, pour moi, c'était pas une évidence. Et je pense que c'était pas une évidence parce que là, dans ce cas-là, j'avais tellement l'impression que c'était rien parce que pour moi, je l'avais pas vu, je comprenais pas. Mais ouais, je me demande pourquoi c'est pas une évidence et peut-être que de rappeler aux gens que c'est une bonne chose à faire à ce moment-là, ouais, ça peut faire une petite piqûre de rappel. En tout cas, moi, j'essaierai d'y penser la prochaine fois. Et tu vois ce que tu dis, je l'avais pas vu, mais ça aussi c'est important en fait dans le processus de deuil, c'est voir pour croire. Et c'est ce qui fait en fait que le deuil périnatal est aussi quelque chose de d'autant plus tabou que le deuil et que la mort de manière globale, parce que on voit pas. Parfois l'entourage ne sait pas non plus, comme on le disait, si t'as pas annoncé les choses avant, ils savent pas forcément, et donc du coup ils peuvent pas réagir envers toi alors qu'ils savent pas, et en même temps c'est invisible. Enfin, il y a toutes ces notions là en fait qui viennent jouer, et où en fait voir pour croire c'est quelque chose qui a tellement pas existé pour les autres et qui a pas été visible que tu vois ça fait écho à un épisode qui va être sur la cécité avec une personne qui est devenue aveugle, mais en réalité, il y a rien qui avait réellement changé, sauf qu'elle voyait plus rien. Mais c'est pareil. Bon, alors ça a été temporaire, mais c'est pas un handicap qui était visible. C'était invisible, et elle, en plus de ça, elle voyait rien, comme elle le disait. Et pareil, elle a eu un peu ce truc où les gens au début ne comprenaient pas. Et enfin, c'est intéressant, moi, je trouve, de voir aussi ce côté-là, d'entendre les personnes qui ont été, qui sont dans une situation de deuil, qui sont endeuillées, mais de voir aussi l'entourage, parce que le but, c'est certes d'accompagner les personnes qui sont en deuil, bien sûr, mais d'avoir aussi un accompagnement, en fait, du deuil de manière plus globale, que ce soit pour des personnes qui le vivent ou des personnes qui entourent, en fait, parce qu'on a besoin de ce soutien. Et tu vois, ça a été toi dans les outils qui t'ont permis d'avancer et de libérer, l'un des outils principaux, en fait. Le soutien, ton entourage, ce réseau, le fait de pouvoir échanger, que ce soit dans le milieu personnel, professionnel, amical. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et pour ça, c'est délier la parole et mettre les mots MOTS sur les mots MAUX. Et ça, c'est super, super important, ouais. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est un peu difficile quand on est dans cette situation je sais pas si c'est le cas pour tous les deuils, mais là, est-ce que j'en parle? Je gâche un peu la surprise auprès de mes proches que peut-être ça pourrait arriver bientôt. Je sais qu'ils vont pas forcément comprendre et que pour eux, c'est un peu rien. Moi aussi, c'est des choses, je suis pas trop, voilà, d'aborder le sujet, la sortie un peu de nulle part. Hey, salut, je suis en train de vivre quelque chose. C'est pas forcément ma personnalité aussi. Quand je dis j'en ai parlé, j'en ai parlé je les compte sur les doigts d'une main, le nombre de personnes à qui j'en ai parlé dans mon entourage proche, en tout cas. Après, ça s'est délié petit à petit, mais pendant très longtemps, je l'ai gardé pour moi. Surtout pendant la période où je le vivais, en fait. J'en parle maintenant que je suis un peu passée à autre chose, mais sur le moment, c'est très difficile de savoir est-ce que j'en parle, sachant que moi-même, je le comprends pas tout à fait, que je sais qu'autour de moi, on va pas forcément me comprendre, ou est-ce que je le garde pour moi? J'écoute quand les peu de podcasts que j'ai pu trouver,
j'écoutais des personnes qui le vivaient et en parlaient à leurs parents, et à d'autres personnes autour d'eux. Mais en fait, sur le moment, je voyais moyennement l'intérêt. Je vois plus l'intérêt, moi personnellement, maintenant que j'ai pu assimiler tout ça, parce que j'avais tellement peur aussi que les gens me comprennent pas. Déjà que moi, je me comprenais pas, donc j'avais peur que les gens me comprennent pas, et j'avais peur que les gens en fait me décrédibilisent la chose, et déjà d'entendre les quelques personnes, les quelques médecins parler de mon bébé en disant ça, je voulais pas que ce soit le cas aussi au niveau de moi. En fait, j'avais envie de le protéger d'une manière, de le protéger de ça, des gens qui allaient en parler en disant ce sera le prochain, alors que sur le moment, tu veux pas le prochain, tu voulais celui-là. C'était celui-là ton bébé, tu voulais pas le prochain, et je voulais le protéger aussi de ça, ouais. Et si c'était, maintenant qu'on va dire c'est après coup et sur lequel tu as posé plus de conscience et un regard, enfin, tu as remis cet événement finalement au sens de ton histoire et de ta vie, tu l'as réintégré dedans. Est-ce que tu revivrais les choses de la même manière ou est-ce que tu aurais une autre attitude? Je pense, en fait, si je le revivais maintenant, j'accepterais beaucoup plus la tristesse. En fait, maintenant, vu que c'est une épreuve qui pour moi a duré longtemps, parce que j'ai mis longtemps à l'accepter, et que je m'attendais à ce que ce soit un peu, voilà, que j'allais m'en remettre tranquillement, ça allait prendre un petit peu de temps, ça allait être un petit peu relou, mais ça allait aller. Et en fait, ça m'a vraiment, vraiment touchée. Là, maintenant, j'ai l'impression que si je devais le revivre, vu que j'ai pris un peu conscience à quel point c'est dur, là, j'ai l'impression que je me dis: «Waouh, revivre ça», alors que c'est vraiment si dur. Et je compatis j'allais dire toutes les femmes, tous les couples qui vivent ça, parce que c'est vraiment dur. Là, de savoir, en fait, à quel point c'est dur, j'ai l'impression que ce sera encore plus dur de le revivre. Je sais pas si ça fait sens, mais après je pense que je l'aborderai d'une manière similaire, parce que c'est ma personnalité de faire comme si de rien n'était, de vivre les choses intérieurement, voilà, de garder ça pour moi. Euh, mais je pense que j'en parlerai peut-être plus facilement, pas forcément à mon entourage, mais à des personnes qui peuvent me dire les choses que j'ai besoin d'entendre, peut-être à des professionnels, sur des forums, sur des choses comme ça. Au niveau de l'entourage, je comprends les gens qui en parlent à leur entourage, et en fait, vraiment, il faut que chacun fasse ce dont il a besoin à ce moment-là. Mais au niveau de l'entourage, j'ai encore ce truc je sais que j'aurais envie de le protéger, et que j'aurais du mal, en fait, quand je serai dans le vif du truc, j'aurais du mal à entendre ouais, surtout voilà, ce sera la prochaine fois, ou bon, bah, c'est pas ta faute, on n'y peut rien. Voilà, ma personnalité de contrôle fric aurait du mal à le vivre, et en plus à l'entendre. En fait, c'est ça, des fois, quand t'en parles aux proches, moi, ça me fait revivre le truc encore plus. Je suis déjà en train de le vivre, j'ai pas besoin qu'on me le refasse vivre en me disant, voilà, en mettant des mots dessus. J'ai besoin de peut-être plus de temps. C'est exactement les mots que tu as dit, tu vois, c'est propre à chacun, en fait. C'est propre à chacun et l'important, c'est vraiment de s'écouter. Et tu vois, en te posant cette question, tu me dis que ben, finalement, tu revivrais, en tout cas, dans le processus et dans ta manière, toi, de réagir à travers cet événement difficile de la même manière. Et il y a une question que je voulais te poser, parce que tu disais que ben, tu pensais que ça allait être un peu plus simple, en tout cas, que ce que tu as vécu, peut-être plus fluide. Tu as dit en disant ben, que ce serait un peu relou, mais que finalement, ça passerait. Euh, Est-ce que le fait d'avoir vécu ce premier deuil, alors au sens plus large de perdre une personne, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui a influencé positivement ou négativement, qui a influencé ton regard sur la mort et sur le fait de perdre des gens, ou pas du tout? Ça l'a sûrement influencé, même si j'en ai peut-être pas conscience, même si j'en ai peut-être pas conscience maintenant. Euh, ça l'a influencé là, en me disant, en fait, je me rends compte un petit peu mieux qu'il y a des phases. Je suis vraiment passée par la phase triste et par la phase colère. C'est vraiment été les deux phases par lesquelles je suis passée. Et donc maintenant, j'ai conscience que peu importe le deuil, parce que j'ai aussi perdu j'ai dû quitter mon entreprise à ce moment-là, donc ouais, moi je l'ai un peu vécu comme un deuil aussi. J'ai perdu mon travail, et surtout,
C'était même pas perdre le travail en fait, c'était perdre tout l'avenir comment j'avais créé autour de ça. Et je suis aussi passée par la phase tristesse et colère à ce moment-là. Donc je pense que ça m'a appris en fait à vivre un deuil. En tout cas, ça m'a appris qu'il y a des phases. Ça m'a appris qu'avec le temps, ça peut passer aussi. Donc laisser faire le temps. Ça m'a appris que je peux accepter ces émotions-là, que c'est pas grave, que je peux les vivre. Et ça m'a aussi appris qu'on allait moins me juger que ce que je pensais. Comme je le disais au début, j'ai toujours été la fille parfaite, qui a la vie parfaite, qui a des bonnes notes, qui tout se passe bien. J'ai du travail, j'ai ma maison, j'ai mon mari. Enfin, tout est un peu bien rangé. J'ai eu la chance de faire plein de voyages. Et du coup, j'ai un peu créé ce personnage-là. Et mon entourage l'a créé aussi, et je continue à le cultiver en fait, et mon entourage aussi. Et ça m'a appris que ce personnage-là, des fois, je peux casser cette carapace auprès des gens, pas auprès de tout le monde, si j'ai envie que ce soit une seule personne, c'est une seule personne, mais je peux enlever cette carapace et on va pas forcément me juger. Voilà, je pense que c'est plutôt dans cette vision-là que ça m'aura fait évoluer. Ouais, je le ressens comme le fait d'avoir appris à accepter d'être vulnérable. Je sais pas si c'est un mot qui a du sens pour toi, mais je le ressens comme ça en tout cas. Ouais, vraiment, vraiment. Et de perdre le contrôle, c'est ce que m'aura appris le deuil, mais la grossesse en général, j'ai la chance d'avoir un deuxième petit miracle qui arrive en septembre. Et pour l'instant, Dieu merci, tout se passe bien. Félicitations, Je devrais pas dire pour l'instant, mais tout tout se se passe passera bien. bien. Et voilà, tout se passera bien. Je l'espère vraiment de tout mon cœur. Ça m'aura appris en fait qu'on contrôle rien. Et moi qui justement ai toujours eu cette vie très rangée, eu tout ce que je voulais entre guillemets, hein, pas parce que je suis pourri gâtée, mais parce que je travaille, parce que j'ai eu de la chance. Franchement, j'ai juste eu de la chance. Je suis née dans une bonne famille. J'ai eu de la chance. Ça m'aura appris qu'en fait je peux pas tout contrôler, et la grossesse que ce soit la grossesse, mais même toute la conception, quand on essaie d'avoir un bébé, en fait on contrôle rien quoi. On peut faire tous les tests, faire tous les trucs, on contrôle rien. Et ça aussi c'est une chose à laquelle j'étais pas préparée et dont on parle pas. On parle pas de à quel point c'est un deuil tous les mois, de se rendre compte qu'en fait non, ce sera pas ce mois-ci. Ça c'est des choses aussi qu'on n'évoque pas du tout, à quel point c'est difficile une fois qu'on s'est mis. Je pense que c'est pas pareil, je suis certaine que c'est pas pareil pour beaucoup d'hommes. Je vais pas faire de généralité non plus, mais nous, en tant que femmes, on a des hormones, des choses et certains hommes les ont peut-être aussi, mais en tout cas, pas forcément ceux que je connais assez pour en avoir parlé avec eux, qui font que ça devient ultra obsessionnel, et ça devient quelque chose qui peut créer des émotions, beaucoup de tristesse quand ça n'arrive pas. Ouais, un mini deuil tous les mois, et ça, on n'en parle pas du tout. Ouais. On ressent vraiment la notion de contrôle. Enfin, d'avoir appris en fait à lâcher le contrôle et Ouais, appris à lâcher, je sais pas encore, mais en tout cas, pris à conscience que l'accepter. je pouvais pas, voilà, pris conscience que je pouvais pas tout contrôler. Ouais, je suis encore en train. C'est toutes les notions d'impermanence de la vie, des choses, de chaque instant en fait. Et c'est ce que tu disais, le fait qu'on s'attend aussi à certaines choses. Tu peux t'attendre à plein de trucs, mais parfois ça arrive et c'est génial et tant mieux. Et parfois ça n'arrive pas, même si t'as travaillé, même si t'as fait. Je reprends l'exemple que tu disais tout à l'heure où je bois pas, je fume pas, je fais ce qu'il faut, et pourtant c'est quelque chose qui est arrivé. Est-ce que tu dirais que c'est un peu ta résilience en une phrase ou en un mot, cette notion de contrôle par rapport à cet événement? Enfin, ouais, totalement, totalement. Enfin, en tout cas, c'est ce qui a vraiment le plus changé pour moi depuis. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'il y a un avant et un après. C'est vraiment ça, mon avant-après. C'est que avant, je pensais vraiment pouvoir tout contrôler, même si c'est parfois, je l'assumais pas, même auprès de moi-même, c'était parfois inconscient. Là, j'ai conscience, et honnêtement, ça me terrifie. J'ai conscience que je ne peux pas forcément tout contrôler, même mon propre corps. Tu parlais de certaines femmes qui peuvent en vouloir à leur corps et avoir un dégoût de leur corps. J'en ai pas voulu à j'en ai un petit peu voulu à mon corps, mais j'en ai pas beaucoup voulu à mon corps. J'ai pas eu cette notion de dégoût, parce que je sais que
même si évidemment je me repasse dans la tête tout ce que j'ai fait pendant ces 2 mois où j'ai porté le bébé en me disant à quel moment est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, j'ai quand même conscience que ça serait arrivé dans tous les cas, et que c'est pas ma faute. En tout cas, ça j'arrive à être en paix avec ça. Mais ce que j'ai perdu, c'est de la confiance que j'avais en mon corps. C'est cette conscience, ouais, infaillible. Là, même le bébé que je porte maintenant, tu vois, je dis pour l'instant tout va bien, parce que je veux pas me porter l'œil, je veux pas, parce que c'est tellement fragile en fait que ouais, je me rends compte que je peux pas contrôler, qu'il peut se passer quelque chose, je pourrais pas le contrôler, et ouais, et ça me fait peur, et ça aussi c'est peut-être un deuil aussi en soi, de me rendre compte que ouais, mon corps ne va pas toujours faire ce que, ouais, le deuil du contrôle, c'est clair. Et c'est honnêtement, c'est un des c'est enfin presque aussi difficile que le reste en fait, parce que ça me terrifie tous les jours honnêtement, ouais. Mais je vais apprendre à vivre avec, ça va le faire. Je voulais vraiment te remercier pour tous ces partages et pour ta transparence et ta bienveillance aussi, tes mots bienveillants, le double côté que tu as pu avoir autant en l'ayant vécu qu'en étant dans cet entourage. Et j'ai envie de te demander pour finir si tu avais une phrase ou un conseil, un livre, un podcast, une musique, enfin je sais pas, quelque chose qui toi t'a peut-être aidé et ou plusieurs choses, hein, et que t'aimerais partager avec les personnes qui nous écoutent et qui se retrouvent dans ton témoignage, peut-être dans une situation ou dans l'autre, c'est-à-dire en étant dans un proche, dans l'entourage, ou en étant la personne et la femme qui vit cet événement, ou l'homme aussi. Ouais, oui, ou l'homme aussi, parce qu'on n'en parle pas assez, mais je pense que c'est un événement pour eux, parce qu'ils le vivent, et ils sont aussi accompagnants. C'est ça. Donc ça, c'est encore une toute autre histoire. J'ai pas forcément une musique ou un podcast, mais en tout cas de surtout faire des recherches sur des podcasts, sur des choses comme ça, tenter des choses et trouver ce qui va faire du bien à chaque personne. Au début, j'ai pas eu le réflexe de chercher des podcasts, et après, et une fois que je l'ai fait et que j'en ai trouvé quelques-uns, ça m'a vraiment aidé. Donc ouais, j'en ai pas un qui me vient en tête, mais en tout cas de chercher les ressources qui nous font du bien à nous. Moi, je sais que voilà, l'entourage, c'est pas forcément au tout début ce qui m'a aidé, parce que je l'ai vécu moi dans mon coin. Donc d'aller chercher d'autres sources de réconfort auprès de personnes qui ont vécu la même chose, que ce soit dans des forums ou dans des podcasts. C'est ouais, en tout cas moi c'est ce qui m'a aidé, et c'est ce que je recommanderais à quelqu'un de faire, sachant que si moi je peux pas aider cette personne, je suis sûre que quelqu'un d'autre peut le faire. Donc ouais. Trouver les ressources qui ont du sens pour soi, Ouais, et c'est ça. qui nous permettront de se réconforter, de retrouver confiance, de se rassurer et justement d'aller au-delà en fait de cet événement, sans l'oublier, mais en l'intégrant à notre histoire. Exactement. Continuez à écouter ce podcast-là, par exemple. ça peut, je pense que ça peut en aider beaucoup, parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choses sur ce sujet. Mais ouais, voilà, en fait, je pourrais pas recommander un truc, parce que ça aurait pu m'aider moi et ça aiderait pas quelqu'un d'autre. Donc, je pense qu'il faut trouver ce qui vivra avec soi, quoi. Non, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter, ou est-ce que c'est OK pour toi? C'est juste encore, merci. Je suis trop contente que tu aies lancé ce podcast. Moi, ça m'aurait tellement aidé. J'espère que ça pourra aider d'autres personnes, et merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec moi. Merci beaucoup à toi, Jess, et à très très vite. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Votre engagement me touche et me motive dans cette aventure. Je vous invite à me faire votre retour en me laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute. Positive ou négative, la critique est constructive et permet toujours de s'améliorer. Ce podcast est là pour répondre à vos attentes. Alors en attendant le prochain épisode, faites-moi savoir les thématiques que vous aimeriez voir abordées sur Oli et Thanato. Nous pouvons en parler directement sur Instagram sur le compte Oliatma. Je reste dans tous les cas à votre disposition si vous traversez actuellement une transition de vie et que vous souhaitez en faire une force et non un boulet au pied. Tous les liens sont en description. Je vous souhaite une magnifique semaine.